bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ma première vidéo la semaine dernière. Merci beaucoup de vous être abonné. Vraiment, je suis ravie si ça a un bon accueil comme ça. J'ai pas pu faire grand-chose là de cette semaine, donc j'ai pas pu filmer grand-chose non plus parce que là, avec le froid, tout est un peu à l'arrêt. On peut vraiment pas faire grand-chose. J'ai plein de rempotage à faire, de nourrissage des plantes en pot, etc. Mais là, il faut absolument que j'attende que ça ne soit plus des blocs de pierre, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et puis d'autre part, j'ai une galère de pompe de puits, du coup j'en ai racheté une, mais il y avait un problème dessus, du coup j'attends la nouvelle remplacement. Donc là c'est aussi un petit peu embêtant parce que j'ai mes semis quand même qui sont dans la serre qu'il faut arroser, alors pas très souvent, mais quand même de temps en temps ça sèche relativement dans la serre. Voilà. Et puis aussi j'ai passé un petit peu de temps en relation avec mon ancien métier. J'ai longtemps été libraire et puis bouquiniste, et du coup là il faut que, enfin là j'ai un collègue et un ancien collègue et ami qui me rachète mon stock, donc on doit tout emballer, charger, etc. Enfin bref, il y a des milliers de bouquins, donc c'est pas une mince affaire. Et salut Edouard si tu passes par là. Voilà le stock de livres. Euh, Donc on voit qu'il y a un petit peu de boulot, et d'autant plus que j'ai encore 3 palettes dans la dépendance à côté. Donc là on voit qu'on a déjà fait un petit peu de vide. De l'autre côté aussi. Et il y a encore bien du travail. Donc voilà, ça va prendre quelques journées. Bon, c'est pas très intéressant pour ici. Mais je voulais vous montrer parce que ça me fait quand même quelque chose aussi de faire partir tout ça. Et moi j'ai besoin de cette place maintenant pour stocker plein de choses là qui sont pour l'instant sous un petit auvent à l'extérieur, mes sacs de terreau, mes pots, l'amendement, les filets, enfin bref, tout un tas de trucs. Donc j'ai vraiment besoin de l'espace de plus en plus. Et puis la dépendance à côté aussi, où j'ai les autres palettes qui doivent être vidées, c'est là que je mets mes qui restent assez fraîches même en été, et puis qui gardent aussi une humidité. Alors c'est pas super pour plein de trucs, mais pour les fleurs, c'est là où je stocke mes fleurs après les avoir cueillies. Alors je les stocke pas très longtemps, en général c'est 24 heures maximum, dans des seaux. Donc j'ai besoin d'espace parce que des fois j'ai quelques mètres carrés pour l'instant de disponibles là-bas, et c'est absolument pas suffisant. Et j'aimerais bien travailler plus confortablement cette année. Je viens de recevoir une commande d'arbustes que j'ai passée en ligne. Euh, j'ai acheté pas mal d'espèces et de variétés en fait qui fleurissent assez précocement, entre ouais, l'hiver vraiment, même janvier-février, et puis mars-avril. En fait, pour 2 raisons. Je le faisais déjà avant de cultiver vraiment des fleurs, pour avoir un maximum de floraison qui s'étendent tout au long de l'année, pour que les pollinisateurs qui passent par là trouvent toujours à manger. Et puis là, c'est vrai que c'est aussi pour avoir de la ressource à cueillir assez tôt, parce que il y a des fleurs avec lesquelles c'est difficile de confectionner des bouquets, parce que, notamment moi, quand j'ai les narcisses en mars, je peux faire des bottes, mais pas spécialement des bouquets, parce que moi j'ai un peu de feuillage, mais j'ai pas de choses assez attrayantes pour confectionner vraiment des jolis bouquets. Donc j'essaye d'étoffer vraiment ce qui vient assez tôt. Donc je vais vous montrer ça. J'ai pris plusieurs espèces de genêts. Je vous mettrai les noms en impression sur l'écran, comme ça vous pourrez recopier sans vous tromper. Petite précision, je mets les noms latins. Alors c'est pas pour faire snob ou je sais pas quoi, c'est vraiment parce que c'est en fait le seul moyen d'être sûr qu'on parle de la bonne plante. Et c'est assez intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est déjà indispensable quand on parle de choses qui sont comestibles, médicinales, etc. Euh, et puis après, bon, quand on veut des plantes précises, au moins on est sûr l'espèce, la variété.
et on se trompe pas. Donc là, on a des genêts. J'ai pris ici, enfin ici, pas vraiment sur le terrain, mais pas loin, il y en a qui poussent naturellement. L'espèce qu'on a, le genêt à balai dans le coin, ça fleurit jaune assez vif. Donc là, j'ai pris une variété blanche, une variété rose clair, une variété jaune clair et une variété rose plus soutenue, comme ça, plusieurs teintes pour associer. Je dis les narcisses, mais même là, ça sera avril avec les tulipes. Donc ça fleurit mars-avril. C'est selon, ça c'est vraiment selon les régions, le froid qui fait, l'ensoleillement, etc. Voilà, c'est des arbustes. Alors, j'ai pas encore essayé. A priori, ça peut se bouturer, ça vit pas très très longtemps. Ça grandit assez vite, donc c'est pas mal, je pense, au bout de 3 ans, de lancer des boutures pour assurer le renouvellement. C'est indiqué durée de vie 5 à 8 ans à peu près. Donc voilà. Après, alors, ça ressemble pas à grand chose. C'est des spirées de Thunberg. Je pense que vous en avez déjà vu, c'est très utilisé. Enfin, moi, dans mon village, il y en a sur des petites haies en bord de trottoir et tout. Ça fait, les hampes se couvrent intégralement de toutes petites fleurs blanches au mois d'avril. Voilà, donc là, c'est en racines nues. C'est un moyen d'acheter des... Alors, toutes les espèces ne sont pas forcément proposées en racines nues, mais c'est un moyen d'acheter des arbustes moins chers. Et même les rosiers se proposent pendant l'automne et l'hiver en racines nues, les arbres fruitiers, les pivoines même. Et on trouve aussi chez certains fournisseurs des vivaces en racines nues. Donc c'est toujours moins cher d'acheter comme ça que dans un conteneur. Voilà. Donc là, pour l'instant, on dirait vraiment que j'ai acheté des bouts de bois morts. Mais non, normalement, ça va reprendre. Alors là, je vais m'absenter quelques jours. Du coup, je vais mettre ça, ce qu'on dit, en jauge. Donc je vais, enfin c'est déjà fait, hein, je vais humidifier les racines et je vais mettre ça dans un tas de sable et comme ça la plante ne va pas se déshydrater et je planterai ça tranquillement à mon retour. Ici on a un chimonanthe, donc là c'est pareil, ça paye pas de mine. Ça fleurit normalement vraiment l'hiver, décembre à février à peu près. De fleurs très parfumées, jaunes. Je mettrai des captures d'écran de toute façon de tout. Ici, on a un Ribes gordonianum. Ribes, c'est groseillier. Donc voilà, et là ça fait en avril des belles fleurs roses et jaunes en grappes tombantes. Et ça, on appelle ça Forsythia de Corée. Donc c'est là que c'est intéressant aussi les noms latins. C'est pas un Forsythia, c'est un surnom, Forsythia de Corée. Son vrai nom c'est Abeliophyllum disticum. Celui-ci est la variété roséum. Il est à fleurs roses, on en trouve aussi des blancs. La forme de la fleur ressemble pas mal au Forsythia. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Apparemment, ça a un agréable parfum d'amande. Voilà. Et donc, ça fleurit a priori aussi précocement que le Forsythia. J'ai aussi, alors là, il fait froid aujourd'hui. Eux, ils sont un peu plus sensibles, donc je les ai rentrés, je les ai pas là. J'ai pris des petits eucalyptus guni. C'est des eucalyptus à feuilles rondes. Donc ça, c'est pas spécialement parce que c'est précoce ou quoi, quoique on peut s'en servir tout le temps parce que le feuillage est persistant. Ça fait des feuillages gris-bleu vraiment qui s'accordent avec énormément de couleurs et qui sont très flatteurs dans les bouquets.
Donc j'en ai déjà un planté il y a 2 ans qui commence à être assez bien installé. Et puis là, j'en ai acheté 3 petits parce que du feuillage, on en coupe quand même régulièrement. Petit topo là pour choisir des plantes. Enfin, bon, alors là, évidemment, on achète en ligne, on ne peut pas regarder tout sous toutes les coutures. Mais donc c'est intéressant de regarder évidemment le développement de la plante à l'extérieur, donc que ce soit un arbuste ou une plante vivace. Et c'est aussi très intéressant de regarder la motte racinaire. Alors si les racines sont développées, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que ça ait fait, bon là ça le fait toujours un petit peu, hein, mais des fois les grosses racines s'enroulent, ça fait une masse très compacte. Et en fait, si on met ça comme ça en terre, les racines vont continuer là, de végéter dans leur forme de peau originelle et pas du tout s'étaler et puis prendre leur ampleur comme elles devraient. Donc c'est intéressant de toujours défaire un peu quand on va planter. De toute façon, on les plantera, je les planterai la semaine prochaine, donc je vous montrerai. Défaire un peu les racines et pour qu'elles commencent à vraiment s'en aller un peu de toutes parts. Ça leur permettra d'être plus stables et puis d'aller chercher des nutriments et de l'eau aussi loin que possible. Alors j'ai regardé l'état des racines de chaque arbuste. Franchement, je suis assez satisfaite hein, parce que globalement, vous voyez, là, ça, c'est vraiment idéal. Il y a une bonne répartition des racines. L'arbuste, il demande qu'à être replanté. Et là, il va continuer à faire sa vie et avoir un bon développement racinaire. Là, il y a juste celui-ci qui est là, c'est un peu plus compact, on va dire. Donc on voit là les racines, vraiment, elles se sont complètement amassées au fond. Donc là, quand on plante un arbuste comme ça, il ne faut pas hésiter à sacrifier un peu des racines pour les dégager un peu. Et puis il reprendra son cours normal de croissance avec un peu le radoucissement au printemps. Alors pour continuer un petit peu avec les floraisons précoces, alors j'ai déjà quelques arbustes dans le jardin. Ici, on a l'Onicera fragrantissima, le chèvrefeuille d'hiver. Donc fragrantissima, il porte très très bien son nom parce que c'est très parfumé, c'est très agréable. Et là, même avec le froid, ça dégage un agréable parfum. C'est magnifique. Donc c'est des petites fleurs. Bon là, elles ont un peu morflé hein, parce que vraiment les 2 dernières nuits, il a fait quelque chose comme -6. Voilà, donc déjà c'est pas mal. Elles sont pas complètement cuites, mais elles sont un petit peu rabougries quand même. Mais très odorant, magnifique et très facile à implanter. Après, enfin, une fois passé le premier été où éventuellement il faut un petit peu l'aider, mais comme globalement toutes les plantes, hein, même les plantes résistantes à la sécheresse, le premier été c'est compliqué. Mais lui, une fois installé, après c'est parti, on ne s'en occupe plus. Enfin, on peut le tailler, etc. Mais je veux dire, en termes d'arrosage, on ne s'en occupe plus. Alors, dans la série des arbustes à floraison précoce, on a aussi la viornetin, Viburnum tinus. Donc elle, ici, elle est en fleurs boutons et un tout petit peu de fleurs depuis décembre. Je l'ai pas mal utilisée dans les bouquets de Noël. Voilà, du coup, ça fleurit blanc à rosé. Et donc ça fleurit selon comment il fait doux. Là, s'il avait fait plus doux, il y aurait plus de fleurs ouvertes. Là, ça attend un petit peu le redoux. Et ça, c'est un arbuste vraiment très très facile. Pareil, une fois installé, il fait sa vie. C'est un arbuste qu'on trouve enfin, à l'état sauvage, peut-être un peu partout, mais moi j'en vois
j'en voyais beaucoup dans le sud de la France, d'où je viens. Voilà, donc pour dire comment il peut être résistant aux étés chauds et secs. Et à la fois, rustique, capable de passer des hivers avec pas mal de gel. Et voilà l'ajon. Donc ça fleurit dès maintenant, voire un peu plus tôt. Ça a une super bonne, si ça veut bien faire le point, ça a une super bonne odeur d'amande et puis c'est parfait en haie défensive, hein. C'est piquant de partout. Ça fait des petits arbustes de à peu près 2 mètres. Voilà. Et c'est super sobre. Comme beaucoup de plantes sauvages, ça tient sans entretien particulier. Alors voilà les planches de bulbes dont je m'occupais la dernière fois. Il y a eu un moment où il a fait un petit peu sec, mon compagnon a pu tondre, donc j'ai réutilisé, après avoir fini de désherber, j'ai réutilisé direct la tonte en paillis. Donc ça me permet d'éviter certaines germinations, hein. On va pas se mentir, ça n'évite pas tout, mais certaines germinations. Bon, alors moi le problème ici, c'est que j'ai beaucoup de merles, je les aime beaucoup, mais alors dès que je mets en place un paillis, ben voilà, là il y en a, ils m'en ont fichu partout pour aller gratter dans le paillis, chercher des vers ou des larves en dessous. Voilà, donc de temps en temps, un petit coup de balai sur les passe-pieds parce que sinon ça devient un bazar innommable. Ouais, j'ai eu un petit problème avec ma pompe dans le puits, du coup j'ai pas pu faire grand chose ces derniers jours, d'autant plus que je suis allée 2 jours à Paris là, pour l'assemblée générale du collectif de la fleur française dont je fais partie. Donc c'est des acteurs qui, à la fois producteurs, fleuristes et puis les grossistes qui œuvrent ensemble pour le renouveau de la fleur française. Parce que si ça vous intéresse, il faut savoir que quand même 90% des fleurs vendues en France sont importées. Donc avec le coût carbone que ça implique et aussi les méthodes de culture, hein, parce que il y a plein de pays où sont cultivées les fleurs, où des produits interdits en France et en Europe sont utilisés, des conditions de travail mauvaises, de rémunération mauvaise, enfin sociale en général mauvaise, et donc avec utilisation de phytosanitaires interdits ici, qui se retrouvent potentiellement, enfin sûrement dans les mains des fleuristes et potentiellement dans vos intérieurs. Voilà, donc c'est pour moi en tout cas plutôt une cause importante à soutenir. Voilà, donc bon, moi j'ai de nouveau de l'eau puisque ma pompe, j'ai changé ma pompe depuis, tout est raccordé, ça fonctionne, etc. Donc je vais pouvoir arroser tout ce qui reste là dans la serre qui en a bien besoin, et puis commencer à planter des choses parce que là maintenant tout a dégelé. On est le mercredi 24 janvier et là il fait d'ailleurs même étonnamment doux. Mais en tout cas, tout a dégelé, on peut travailler de nouveau. Hello fut. Voilà un petit test de cette année. Je les ai achetés sous forme de petits bulbilles. C'est un oxalis à fleurs doubles qui s'appelle Pompon. Il est resté ici comme ça dans le tunnel non chauffé. Je crois qu'il est donné pour -5, mais il doit résister à légèrement plus. Je l'ai mis dans on voit là, je l'ai mis dans un substrat super drainé. J'ai mis du terreau et de la, comment on appelle ça, de la pouzzolane. Voilà, donc là je pense que je vais les repiquer. Je ne sais pas encore combien de temps. Moi c'était pour les élever et puis les vendre en pot. Mais comme c'est la première fois, je ne sais pas encore combien de temps ils vont fleurir. Mais en attendant, moi j'en profite bien. Donc là, ce que je vais commencer à planter,
c'est ça. Alors là, j'en ai qui sont bien développés, que j'avais mis en godet. Et puis, hop là. Là, j'ai les mêmes en plus petit format puisqu'ils sont dans les petites alvéoles. C'est Bupleorum rotundifolium, buplèvre à feuilles rondes. C'est une fleur qui est fleurie en milieu, fin de printemps. Vert chartreuse, c'est très beau, c'est très contrastant dans les bouquets. Voilà, elle fait partie de la famille des apiacées ou ombellifères. Donc voilà, là j'en ai pas mal. Et à côté, c'est ce qu'on appelle de la grande camomille, Thanacetum parthenium. Donc là j'en ai une partie, enfin il y en a une partie déjà que j'avais plantée dehors, une partie que je vais planter maintenant dehors et une partie que je vais mettre en pot pour commercialiser en pot. Et enfin, là, qui ressemble un petit peu à de la carotte sauvage, mais avec ce genre de feuilles, il faut faire attention, il ne faut pas se tromper. D'ailleurs, ici, on voit bien, je vais essayer de vous montrer, que elle n'a absolument pas de poils, contrairement à la carotte sauvage. Donc, il faut faire attention, hein, justement, avec la famille des apiacées qui n'ont pas de poils. C'est dans celle-là que se trouvent les toxiques comme la grande ciguë. Bon, là, c'est pas de la grande ciguë, c'est celle qu'on appelle Orlaia grandiflora, qui fait des très très belles fleurs, dans le même esprit que les fleurs de carotte sauvage, mais plus grosses. Et puis de toute façon, je vais incruster une petite photo, ça sera plus parlant. Voilà, donc je vais m'occuper de tout ça pour commencer. Et j'adore la disposition de leurs feuilles comme ça. Alors pour aller plus vite, je sors d'abord toutes les plantes dégodées, si ça veut bien. Bon, on voit qu'il est carrément temps de les planter, hein. Je dispose les godets et puis après je plante tout à la chaîne. Et alors quand on cultive des fleurs, en général, on plante plus serré que dans un jardin. Déjà pour une économie de place. Et puis, en fait, les plantes, une fois les unes contre les autres, comme elles cherchent la lumière, elles ont tendance à faire des tiges florales plus hautes. Et c'est ce qu'on veut en général. Voilà, ça c'est que j'ai appliqué là, c'est de l'anti-limace utilisable en bio. C'est le seul produit que j'utilise ici. Que ce soit, bon, chimique évidemment, moi je suis en bio donc non. Et puis même naturel, moi j'applique vraiment rien. Ce que je mets c'est de l'amendement. Voilà, c'est le seul produit que j'utilise parce que avant, quand j'étais simple jardinière, j'essayais 90% du temps de m'en passer. Mais là maintenant, c'est plus possible que je m'assoie sur des semaines de travail en perdant en une journée ou quelques heures ou une nuit 100% de mes semis parce qu'après c'est trop tard, je ne peux pas les refaire. Et voilà, donc j'utilise ça. Et donc petite astuce volée au jardinier avec qui j'avais travaillé avec qui j'avais fait mon stage au château de Chenonceau. Voilà, c'est juste une boîte à café en métal dont j'ai percé le couvercle avec des petits trous et enfin franchement ça disperse à peu près la bonne quantité. Voilà, donc ça c'est du truc anti-limace utilisable en bio qu'on trouve simplement en jardinerie, hein, c'est souvent appelé ferramol. Et c'est du phosphate ferrique, voilà. Donc les gastéropodes ils mangent ça et puis après ils se déshydratent complètement, ils vont mourir dans un trou, quoi. Voilà, super. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé encore cette fois. Moi en tout cas ça m'a bien amusé de tourner un petit peu pendant que je faisais des trucs et puis
de monter. Je pense partir sur un vlog hebdomadaire et qui passera peut-être toutes les 2 semaines en période de plus grosse activité comme notamment le mois de mai, éventuellement juin. Enfin, voilà, je verrai comment je peux m'organiser, mais j'essaierai de revenir régulièrement. Voilà, ben, encore merci et à bientôt.